Au XIIIe siècle, Venise n'est qu'une collection de petites îles au fond de l'Adriatique. Pas de terres arables, pas de ressources naturelles, une population qui ne dépasse pas 100 à 1000 habitants. Pourtant, en l'espace de 2 siècles, cette cité improbable va devenir la Banque de l'Europe, finançant rois, papes et empereurs. Elle va inventer des mécanismes financiers si sophistiqués qu'ils structurent encore notre système bancaire moderne. Comment une cité sans ressources athée, elle crée la première finance internationale? La réponse révèle des principes fondamentaux sur la nature du pouvoir économique qui transcendent les siècles. Bonjour, je suis historien spécialisé en histoire économique et financière médiévale depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous n'allons pas raconter l'histoire romantique de Venise la Belle, la Sérénissime, la Cité des Doges. Nous allons analyser les mécanismes techniques et juridiques qui ont transformé une lagune inhospitalière en centre financier dominant l'économie européenne pendant 400 ans. Ces mécanismes ne sont ni romantiques ni mystérieux, ils sont reproductibles, documentés dans les archives vénitiennes et remarquablement modernes dans leur logique. Pour comprendre l'ascension vénitienne, il faut d'abord saisir le contexte du XIIIe siècle. L'Europe sort lentement du Haut Moyen Âge. Le commerce reprend après des siècles de stagnation. Les croisades ont rouvert les routes vers l'Orient. Mais l'économie européenne reste profondément fragmentée. Chaque seigneurie frappe sa propre monnaie. Les routes terrestres sont dangereuses, contrôlées par des centaines de péages féodaux. Le crédit est embryonnaire et théologiquement suspect. L'Église interdit officiellement l'usure, le prêt à intérêt. Dans ce monde économiquement primitif, Venise va introduire une sophistication systémique sans précédent. Première innovation fondamentale, la mutualisation du risque commercial. Au XIIIe siècle, le commerce maritime est extrêmement risqué. Tempêtes, pirates, naufrages. Un marchand qui perd un navire perd tout. Venise invente le système de la colleganza, parfois appelé commanda. C'est un contrat triangulaire entre investisseurs, capitaines et marchands. L'investisseur fournit les 2 tiers du capital, le marchand voyageur fournit un tiers et son travail. Les profits sont partagés selon une formule précise. Si le navire coule, la perte est répartie. Plus crucial encore, un investisseur peut participer à plusieurs colleganzes simultanément. Il investit dans 10 navires différents. Si 3 coulent, il perd 30% de son capital, mais conserve les profits des 7 autres. C'est la naissance de la diversification du risque. Ce système crée quelque chose de révolutionnaire. Il transforme le commerce en investissement financier. Vous n'avez plus besoin d'être marchand pour profiter du commerce. Vous pouvez être noble, veuve, artisan. Vous investissez dans une colleganza, vous recevez votre part de profit. Le capital circule, des centaines de Vénitiens de toutes classes sociales investissent dans le commerce maritime. Venise devient une société d'actionnaires avant l'invention des sociétés par actions. Ce principe, mutualiser le risque pour permettre l'investissement passif, est le fondement de toute finance moderne. Les fonds d'investissement, les portefeuilles diversifiés, les véhicules de placement collectif, tous descendent directement de la colleganza vénitienne. Deuxième innovation, la comptabilité en partie double. Au début du XIVe siècle, les marchands vénitiens développent une méthode comptable révolutionnaire. Chaque transaction est enregistrée 2 fois, une fois au débit, une fois au crédit. Cela paraît simple, c'est transformateur. Pour la première fois, un marchand peut calculer précisément ses profits réels. Il distingue le capital de l'entreprise de sa fortune personnelle. Il peut détecter immédiatement les erreurs ou les fraudes. La comptabilité, en partie double, crée la transparence financière. Elle rend possible la vérification, l'audit. Elle permet à un investisseur de faire confiance à un comptable distant. Sans cette innovation, le crédit à grande échelle est impossible. Comment prêter à quelqu'un si vous ne pouvez vérifier qu'il peut rembourser? Cette comptabilité vénitienne se diffuse lentement dans toute l'Europe. Au XVe siècle, elle devient la norme. Luca Pacioli, moine franciscain, publiera en 1404-14 le premier manuel de comptabilité en partie double, codifiant les pratiques vénitiennes. Toutes les entreprises modernes utilisent cette méthode. Toutes les normes comptables internationales en dérivent. C'est l'infrastructure invisible qui rend possible la finance contemporaine.
Troisième innovation, peut être la plus importante, les titres de dette publique négociables. Au XIIIe siècle, Venise mène des guerres constantes contre Gênes, sa rivale commerciale. Ces guerres coûtent une fortune. Le gouvernement vénitien, le Grand Conseil, a besoin d'argent rapidement, mais il ne peut augmenter infiniment les impôts sans provoquer des révoltes. Alors Venise invente un mécanisme ingénieux. Elle crée le prestiti, des prêts forcés. Les citoyens riches sont obligés de prêter à l'État selon leur fortune. En échange, l'État promet de verser un intérêt annuel, généralement 5%. Et voici l'innovation cruciale. Ces prêts sont négociables. Un citoyen qui a prêté 1000 ducats à l'État reçoit un certificat. Il peut vendre ce certificat à quelqu'un d'autre. Un marché secondaire se développe. Si vous voulez continuer à explorer ces mécanismes historiques du pouvoir économique et comprendre comment les innovations financières médiévales structurent encore notre système moderne, abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez les notifications. Nous analysons ces dynamiques avec la profondeur et la rigueur qu'elles méritent. C'est la naissance des obligations d'État négociables. Le gouvernement vénitien peut lever des capitaux massifs en période de guerre, les investisseurs peuvent récupérer leurs liquidités en vendant leurs prestiti. Le prix des prestiti fluctue selon la confiance dans l'État vénitien. Si Venise gagne une guerre, le prix monte. Si elle perd une bataille, le prix descend. C'est un marché financier. Au XVe siècle, la Rialto, le cœur commercial de Venise, héberge un marché quotidien où s'échangent des titres de dette publique. C'est l'ancêtre direct des bourses de valeurs modernes. Les obligations d'État, les bons du Trésor, toute la dette souveraine contemporaine descend de cette innovation vénitienne. Quatrième innovation, le système bancaire basé sur les dépôts et les virements. Au XIVe siècle, Venise développe un réseau de banques qui acceptent des dépôts et permettent les transferts sans mouvement physique de monnaie. Vous déposez 100 ducats à la banque Soranzo, vous devez payer 50 ducats à un marchand, vous ne retirez pas l'argent, vous ordonnez à la banque de transférer 50 ducats de votre compte au compte du marchand. C'est un virement. Cela paraît évident aujourd'hui. Au XIVe siècle, c'est révolutionnaire. Les grandes transactions ne nécessitent plus de transporter physiquement de l'or. Le risque de vol diminue. La vitesse des transactions augmente. Le crédit devient plus facile car les banques voient précisément qui a combien. Plus sophistiqué encore, les banques vénitiennes développent les lettres de change. Un marchand vénitien à Constantinople veut envoyer 1000 ducats à Venise. Il ne peut transporter l'or, trop dangereux. Il va voir une banque vénitienne à Constantinople, dépose 1000 ducats, reçoit une lettre de change. À Venise, il présente cette lettre à la succursale vénitienne de la banque, reçoit 1000 ducats moins une commission. C'est un transfert international de fonds. C'est aussi, discrètement, une forme de prêt à intérêt qui contourne l'interdiction canonique de l'usure. La banque facture une commission pour le change, mais c'est en réalité un intérêt déguisé. Les banques vénitiennes, en développant les lettres de change, créent un système de crédit international qui finance le commerce à travers toute l'Europe et le Méditerranée. Cinquième innovation, la séparation entre propriété et gestion, entre capital et travail. Les grandes entreprises commerciales vénitiennes au XVe siècle ne sont plus gérées par leurs propriétaires. Elles sont dirigées par des gestionnaires professionnels salariés. Les propriétaires, souvent des nobles ou des veuves, investissent leur capital, reçoivent des dividendes, mais ne participent pas à la gestion quotidienne. C'est la naissance du capitalisme moderne, la séparation entre ceux qui possèdent le capital et ceux qui le font fructifier. Cette séparation permet une spécialisation. Les meilleurs gestionnaires peuvent gérer plusieurs entreprises. Les capitaux peuvent être mobilisés sans que les propriétaires aient des compétences commerciales. C'est le modèle de toutes les sociétés anonymes contemporaines. Ces 5 innovations, mutualisation du risque, comptabilité en partie double, titres de dette négociables, système bancaire par virement, séparation propriété et gestion, ne sont pas des accidents. Elles répondent toutes à une contrainte fondamentale. Venise n'a pas de ressources naturelles. Elle ne peut s'enrichir que par le commerce et la finance. Elle doit être plus efficace, plus sophistiquée, plus innovante que ses concurrents. Cette contrainte force l'innovation. Les cités avec des ressources naturelles abondantes peuvent
se reposer sur l'exploitation, Venise doit inventer, et en inventant, elle crée les mécanismes qui vont dominer l'économie européenne. Comparons Venise avec d'autres centres commerciaux médiévaux. Gênes, sa grande rivale, développe des mécanismes similaires. Mais Gênes reste plus oligarchique, moins ouverte à l'investissement diversifié. Florence développe la banque internationale. Les Médicis financent rois et papes. Mais Florence reste dépendante de la laine et de l'industrie textile. Venise est purement commerciale et financière. Les villes hanséatiques, Lübeck, Hambourg, dominent le commerce baltique, mais elles restent des réseaux de marchands sans véritables innovations financières. Anvers, au XVIe siècle, deviendra un grand centre financier. Mais Anvers hérite des mécanismes vénitiens. Amsterdam, au XVIIe siècle, poussera plus loin encore avec la création de la Banque d'Amsterdam et de la Compagnie des Indes orientales. Mais Amsterdam construit sur les fondations posées par Venise 3 siècles plus tôt. Le déclin vénitien commence au XVIe siècle. Plusieurs facteurs convergent. La découverte de l'Amérique déplace le centre de gravité économique de la Méditerranée vers l'Atlantique. Les routes commerciales transatlantiques éclipsent les routes orientales que Venise contrôlait. L'expansion ottomane ferme progressivement les marchés levantins aux Vénitiens. Venise perd ses bases commerciales en Méditerranée orientale, Crète, Chypre, mais surtout, les autres puissances européennes ont appris. Les mécanismes financiers inventés par Venise se sont diffusés. Anvers, Lyon, Amsterdam maîtrisent les mêmes techniques. Venise perd son avantage compétitif. Au XVIIe siècle, elle reste riche, mais n'est plus dominante. Au XVIIIe siècle, elle devient une anomalie, une relique d'un ordre ancien, avant de disparaître en 1797, conquise par Napoléon. Appliquons maintenant cette analyse au présent, sans forcer les analogies. Les mécanismes inventés par Venise structurent toujours notre système financier. Les obligations d'État sont toujours le cœur du financement public. Les marchés secondaires où ces obligations s'échangent fonctionnent exactement comme à la Rialto au XVe siècle. La mutualisation du risque à travers les fonds d'investissement, les portefeuilles diversifiés est le principe de toute gestion de patrimoine moderne. La comptabilité en partie double est universelle. Les virements bancaires, les transferts internationaux de fonds, les lettres de crédit descendent directement des innovations vénitiennes. La séparation propriété et gestion, actionnaires et dirigeants, définit le capitalisme contemporain. Mais il y a une différence cruciale. Venise était une république oligarchique. Les innovations financières servaient une élite marchande relativement restreinte. Le système vénitien excluait la majorité de la population, les étrangers, les non-citoyens. Aujourd'hui, théoriquement, les marchés financiers sont ouverts à tous. N'importe qui peut acheter des actions, des obligations, investir dans des fonds. Théoriquement. En pratique, l'accès réel aux mécanismes financiers sophistiqués reste concentré. Les grandes fortunes ont accès à des véhicules d'investissement, des stratégies fiscales, des opportunités fermées au grand public. La structure vénitienne, une élite financière contrôlant les mécanismes sophistiqués du capital, persiste sous des formes adaptées. Venise nous enseigne aussi une leçon sur l'innovation contrainte. Les grandes innovations financières ne viennent pas des puissances dominantes, confortables dans leurs ressources. Elles viennent des acteurs marginaux, contraints d'innover pour survivre. Venise, sans terre, sans ressources, doit inventer la finance moderne. Amsterdam, petite république commerçante face aux empires espagnols et français, doit innover. La City de Londres, après la perte des colonies américaines, doit se réinventer comme centre financier global. Les innovations disruptives viennent souvent de la périphérie, pas du centre. Abonnez-vous pour des analyses approfondies qui révèlent les structures invisibles du pouvoir financier et nous permettent de comprendre comment les mécanismes historiques continuent de façonner notre présent économique. La vraie question n'est pas de savoir si nous utilisons encore les mécanismes vénitiens. Nous les utilisons. La vraie question est de savoir pourquoi ces mécanismes, inventés il y a 700 ans dans une petite cité adriatique, restent fondamentaux. La réponse réside dans leur logique structurelle. Ils résolvent des problèmes universels. Comment mutualiser le risque? Comment créer la confiance dans les transactions distantes? Comment mobiliser des capitaux sans les concentrer physiquement? Comment séparer l'investissement de la gestion? Ces problèmes sont constants.
Les solutions vénitiennes étaient élégantes, efficaces, reproductibles. Elles se sont donc perpétuées, adaptées, mais jamais fondamentalement remplacées. Venise n'a pas créé la finance par hasard ou par génie mystérieux. Elle l'a créée par nécessité, par contrainte, par une compréhension profonde des mécanismes qui permettent au capital de circuler, de se multiplier, de générer du pouvoir. Cette compréhension était froide, technique, dépourvue de romantisme. C'est précisément pourquoi elle a fonctionné. Les mécanismes financiers efficaces ne sont pas romantiques. Ils sont logiques, reproductibles et répondent à des besoins structurels constants. À votre avis, laquelle des 5 innovations vénitiennes? Mutualisation du risque, comptabilité en partie double, titre de dette négociable, système bancaire par virement ou séparation propriété et gestion reste la plus fondamentale et la plus structurante dans notre système financier contemporain? Et pensez-vous que ces mécanismes, inventés dans un contexte oligarchique médiéval, peuvent être démocratisés ou restent-ils intrinsèquement concentrateurs de pouvoir? Partagez votre analyse en commentaire.